poser un peu le diagnostic, comment les antibiotiques commencent en fait par montrer leurs limites et qu'est-ce qu'on pourrait suggérer pour éviter l'apocalypse qui s'annonce à l'horizon. Et le troisième point aura trait aux plantes médicinales. Et c'est là, en fait, le lien avec l'objectif de cette organisation. Les plantes médicinales comme des alternatives aux antibiotiques. Pourquoi et comment cela pourrait être possible. Et enfin, nous allons mettre un terme à cette communication en vous présentant un peu nos expériences en matière de valorisation des plantes médicinales au profit, n'est-ce pas, de la lutte contre plusieurs maladies. La résistance antimicrobienne, quelle est la situation dans le monde, en Afrique et au Bénin? Il faut dire que lorsqu'on parle d'antimicrobial, c'est-à-dire on a tendance à tort à penser uniquement aux antibiotiques. Généralement, quand on parle d'antimicrobiens, tout le monde a un focus sur les antibiotiques. Mais il n'y a pas que les antibiotiques qui sont en fait des molécules utilisées contre les bactéries, mais nous avons aussi les antiviraux qui ont une activité sur les virus. Nous avons les antifongiques qui vont évidemment être efficaces contre les moisissures, les champignons, et nous avons les antiparasitiques qui vont éliminer les parasites. Alors, il faut retenir que les antimicrobiens, en fait, nous d'améliorer la santé des populations, nous permettent de gérer efficacement les maladies infectieuses, mais nous parlons de résistance antimicrobienne lorsque, en fait, ces bactéries, ces parasites, ces virus ou encore ces champignons vont commencer par se camoufler et donc vont se protéger contre les effets de ces molécules. Et donc, on a des molécules qui sont censées éliminer des microbes, mais ces microbes vont acquérir, n'est-ce pas, un certain nombre d'aptitudes leur permettant d'esquiver, d'éviter les activités de ces molécules. Et le phénomène de la résistance antimicrobienne commence de plus en plus à alerter les pouvoirs publics parce que cela devient une grosse menace pour la santé publique. Chaque année, nous avons près de 700 000 personnes qui meurent en raison de cette résistance de bactéries aux antibiotiques. Et d'après les estimations, d'ici 2050, si rien n'est fait, nous aurons près de 10 millions de morts annuellement, ce qui fait quand même un nombre très élevé et qui commence véritablement à habiter les pensées de tout ce qui est décideur, de tout ce qui est partenaire stratégique, de tout ce qui est acteur de la santé. La résistance antimicrobienne est donc un phénomène public et une limite au développement parce que plus vous avez une population qui tombe malade, je ne sais pas ce qui se passe, ok. Plus vous avez une population qui tombe malade, moins vous êtes, n'est-ce pas, efficace. Moins vous avez de revenus, vous dépensez beaucoup plus dans des hospitalisations inutiles qu'on peut éviter très facilement. Et donc, cette résistance antimicrobienne est aujourd'hui l'une des, lorsqu'on classe parmi les 10 priorités, la résistance antimicrobienne devient en fait l'une de ces priorités mondiales. Et comment, en fait, la résistance antimicrobienne se répand parce que on a tendance à croire que c'est un phénomène lié uniquement au système médical, mais ce n'est pas que ça. On a ici un individu qui héberge, en fait, des bactéries multirésistantes dans son organisme du fait d'antibiotiques qu'il a eu à prendre, mais l'homme ne vit pas en autarcie. Autant que nous sommes, nous formons déjà une communauté ici et nous avons cette propriété des microbes qui fait qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Et donc cette invisibilité fait que parfois nous
sommes pas conscients de leur présence dans l'environnement. Chacun ici est venu avec ses microbes de la maison. Et nous allons partir chacun avec une partie de l'autre, pour le simple fait que nous soyons dans la même pièce. Et donc, lorsque un individu comme ceci vient dans notre environnement, donc, il va, à travers les salutations, les discussions, etc., il va distribuer une portion de ces micro-organismes-là. Nous, chacun de nous, nous allons prendre, nous allons rencontrer peut-être 50 personnes avant la fin de la journée. Nous allons faire de même de chez eux, donner de chez nous. Et en dehors même de cette transmission au niveau de la communauté, c'est que le même phénomène de prise d'antibiotiques se retrouve au niveau de la volaille. Vous voyez, au niveau de l'élevage, les éleveurs, pour éviter les pertes massives liées aux maladies, qu'est-ce qu'ils font? Ils bourrent simplement les animaux d'antibiotiques. C'est très bien parce que ça permet de prévenir ces maladies, mais le problème, c'est qu'en les bourrant d'antibiotiques systématiquement, nous aurons en fait quelques bactéries qui vont échapper à ce phénomène-là et vont constituer en réalité cette résistance-là. Et donc, vous voyez, ces animaux-là, bourrés d'antibiotiques, se retrouvent où? Se retrouvent sous forme de viande. Tout le monde aime la viande. Et donc, nous allons consommer cette viande-là, bactéries résistantes. Même si on arrivait à bien cuire la viande, etc., comme on le dit souvent, ces antibiotiques se transforment en résidus d'antibiotiques qui sont systématiquement éliminés par la puissance. Et donc, ces résidus-là vont se retrouver encore dans la même communauté. Les fécès de ces animaux seront utilisés au niveau de l'agriculture pour permettre de cultiver beaucoup plus vite. Et donc, l'homme, en consommant ces produits, n'est-ce pas, liés à l'agriculture, va encore se contaminer et va prendre. Et donc, l'agriculture va contribuer encore à promouvoir cette résistance antimicrobienne et le cycle reprend de façon éternelle et à N échelle. Et donc, ce schéma montre très bien l'interconnexion qui existe entre les hommes, entre les animaux, entre l'environnement. Et donc, c'est un complexe très lié. On ne peut pas mettre à part le système médical, mettre à part le système de l'environnement, mettre à part le système de l'agriculture si on veut véritablement résoudre cette question-là. Alors, nous avons remarqué en fait un nombre de plus en plus élevé de cas de résistance, aussi bien dans les hôpitaux que dans les communautés. Et ça, les rapports sont unanimes à ce sujet. Et la rapidité de cette situation a été attribuée en fait à la pauvreté, parce que plus la population sont pauvres, plus elles ont des attitudes qui les maintiennent en fait dans cette pauvreté-là. Nous avons également l'inadéquation entre le système sanitaire et l'assainissement. C'est lié à l'assainissement. On a fait quelques descentes au niveau des hôpitaux. Je sais que beaucoup ont également fait des travaux dans ce sens. Nos systèmes sanitaires en Afrique ne sont pas suffisamment forts. Nos systèmes sanitaires en Afrique ont beaucoup de failles, beaucoup de limites en matière de procédures contribuent en fait à maintenir cette situation-là galopante. On a également la pauvre nutrition. Généralement, c'est les pays en voie de développement ou les pays moins avancés qui payent ce lourd tribut. Et enfin, on a les changements climatiques qui jouent un rôle assez important. Et au niveau de cette situation, j'ai souhaité faire un peu un split en matière
de gros domaines. Et quand je prends l'éducation, qu'est-ce qui fait, par exemple, que la résistance antimicrobienne demeure toujours un problème et n'arrive pas à trouver de solution? C'est que nous n'avons pas suffisamment de compétences en matière de lutte contre la résistance antimicrobienne. On a, certes, des microbiologistes, mais il ne suffit pas d'être microbiologiste pour être systématiquement outillé pour lutter contre la résistance antimicrobienne, parce que comme je l'ai montré lors du schéma précédent, c'est une lutte intégrée. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'approche pour pouvoir maîtriser tous ces concepts-là avant de lancer, n'est-ce pas, une procédure pour mettre fin à cette situation. Donc, le besoin de former des experts spécifiques à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La deuxième notion a trait à la qualité des données. Nous avons très peu de données scientifiques par rapport à la résistance aux antimicrobiens. Et cette faiblesse dans les données disponibles part déjà de la réalisation du test d'antibiogramme qui nous permet à quoi une bactérie identifiée dans telle ou telle affection est sensible ou résistante. Déjà là, nous avons les problèmes. Parce que quand au Bénin, vous prenez un hôpital A, un hôpital B, un hôpital C, vous êtes sûr d'avoir des programmes différents pour la même espèce bactérienne. Ce ne sont pas les mêmes antibiotiques qui sont utilisés dans les hôpitaux. Et ça, c'est un véritable problème. On doit pouvoir arriver à un algorithme national où on sait, voilà, quand on est en phase de Escherichia coli, vous devez me tester tel antibiotique, tel antibiotique, tel antibiotique, tel antibiotique, et ça doit être le même protocole dans tous les hôpitaux. C'est le seul moyen pour qu'on puisse avoir des données exploitables. Parce que quand vous utilisez 5 antibiotiques, un autre hôpital utilise 7 antibiotiques, un autre utilise 4, ou bien on utilise ce qui tombe sous la main parce qu'on est en rupture, on ne peut pas avoir un système national de surveillance. C'est impossible. Et donc, voilà un maillon très faible de notre lutte contre ce phénomène-là. Nous avons au niveau de la collecte des données, et donc une cause en appelle une autre. Si on n'a pas de données fiables, on peut avoir une surveillance nationale. Alors que dans d'autres pays qui ont compris, la surveillance nationale se passe très bien et on arrive à savoir, par exemple, que on commence par avoir peut-être 50% de résistance à la vancomycine. Là, le centre de surveillance peut alerter les autorités et dire attention, la vancomycine qui est en fait une molécule de dernier ressort, on commence par avoir une résistance inexplicable. Ça veut dire que vous devez aller dans la population et voir ce qui se passe. Parler aux gens et leur dire faites attention à l'automédication, par exemple. Et cette automédication-là contribue en fait à l'apparition de cette forte résistance-là. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire comment les micro-organismes se comportent dans notre société au Bénin. Et ça, on ne peut pas être efficace contre quelque chose dont on ne maîtrise pas l'ampleur. On ne peut pas attaquer un ennemi tant qu'on ne l'a pas découvert comme étant un ennemi. Et c'est ça le véritable problème que nous avons. Et donc, cette surveillance est limitée par la faible capacité des laboratoires, les infrastructures de recherche qui n'existent pas ou existent très peu, la surveillance de la résistance aux molécules qui est faite dans quelques pays uniquement. En Afrique, c'est que la Tanzanie le fait très bien, le Nigeria a commencé, et donc tout doucement on espère que le Bénin pourra véritablement suivre ce chemin-là pour combler ce gap concernant la résistance aux antimicrobiens et la résistance aux antibiotiques en particulier. Alors, quelle est la situation au Bénin? Je ne vais pas apprendre le Bénin aux Béninois. C'est qu'on est assez fiers de ce petit pays, mais très intéressant et très agréable à vivre.
le plan national en matière de santé a au moins priorisé en fait la lutte contre les antimicrobiens en utilisant une approche One Health. Et ça, c'est déjà un gros pas que nous devons saluer. Mais très peu d'institutions au Bénin sont impliquées dans la surveillance liée à la résistance aux antimicrobiens. Au niveau de l'université, nous avons fait un certain nombre de travaux qui nous ont permis d'apprécier la situation. Nous avons beaucoup travaillé au niveau des prélèvements dans l'environnement hospitalier et au niveau des cathéters. Et vous imaginez quand vous identifiez, n'est-ce pas, des bactéries qui sont résistantes en fait au bêta-lactam, au fluoroquinolone, au macrolide, etc. Et quand on arrive à identifier des gènes de résistance au niveau de ces bactéries qui se retrouvent dans des cathéters, donc l'individu vient à l'hôpital pour se soigner, mais commence par tomber malade du fait du manque d'hygiène dans cet hôpital-là. Ça devient scandaleux parce que, en fait, le cathéter devrait être stérile en principe. Mais quand on en arrive à trouver non seulement des bactéries, mais également des gènes de résistance, là, ça pose problème. On a également identifié, n'est-ce pas, des souches campylobactères au niveau de viande de poulet. D'autres travaux avec des prélèvements d'urine nous ont permis d'apprécier la situation des prélèvements cervico-vaginaux. Et également, on est rentré dans l'environnement, dans la nourriture, dans la cuisine. On a eu une expérience à ce niveau, une étude transversale qui visait à voir non seulement dans l'environnement, dans l'agriculture, à l'hôpital, avec les effluents hospitaliers, pour voir le flux de gènes de résistance dans tous ces différents environnements. Et là, ça nous permet de dire que les antibiotiques commencent par montrer des limites. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et là, j'ai un peu apprécié ce sablier-là, qui montre que les antibiotiques commencent par aller vers leur terme, n'est-ce pas? Et donc, il y a lieu de faire quelque chose. On reconnaît tous que les antibiotiques permettent de sauver des vies humaines et même animales. Et déjà en 1950, dès qu'on a découvert la pénicilline, je rappelle que les cas de décès liés aux infections à la suite des pneumonies a véritablement diminué. Donc, on a eu quand même des taux de survie qui ont bondi de 25% à 80%, ce qui était énorme dans la période. Et aujourd'hui, il est très difficile quand même de faire des infections post-opératives parce que l'antibiothérapie, quand elle est mise en route, quand même, elle limite suffisamment ces cas-là, en dessous même de 2%. Alors que sans antibiothérapie, on était à 40-50% de décès, 40-50% d'infections post-opératives. Et ce schéma qui nous montre en fait la rapidité avec laquelle les germes multirésistants sont identifiés. Ça a commencé en 1942 avec Staphylococcus aureus qui présentait une résistance à la pénicilline. Et chaque année, ça a commencé par grimper. On a Klebsiella pneumoniae, on a aussi bien des bactéries que des champignons. Vous voyez, Klebsiella pneumoniae, à la résistance à la ceftazidime. Donc, tous les antibiotiques, en fait, ont commencé par montrer quand même des cas d'esquive par ces bactéries-là, de la pénicilline jusqu'à la ceftazidime, en passant par l'azithromycine, le fluconazole, etc., la ciprofloxacine, l'imipénem. Donc, on a commencé par documenter véritablement ces situations-là. Malheureusement, depuis 1987, il n'y a plus eu une nouvelle découverte de
classes d'antibiotiques. Depuis cette période jusqu'à nos jours, on n'a plus une nouvelle classe d'antibiotiques découverte. On est toujours avec les mêmes. Même quand on identifie ou bien on met sur le marché une nouvelle molécule, elle appartient forcément à une classe qui était connue. Alors que les bactéries sont résistantes aux classes, en fait. Parce que si elle est résistante à une molécule de la classe, vous mettez une autre molécule, elle sera résistante, puisque c'est le même phénomène à l'intérieur. Il y a donc un besoin d'explorer de nouvelles sources d'antimicrobiens ou d'autres alternatives aux antibiotiques. C'est là que viennent les plantes médicinales comme alternatives. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les plantes médicinales sont des sources de médicaments. D'ailleurs, la majorité de ce que nous avons comme molécules aujourd'hui proviennent de nos plantes médicinales. Et 25 à 50% quand même viennent conforter cette assertion-là. De même, les plantes représentent en fait une source importante de composés actifs pour les activités antimicrobiennes. À côté de cela, 80% au moins de nos populations continuent d'utiliser les plantes médicinales pour se soigner. Dans chaque famille, quand vous allez dans chaque maison, chaque foyer africain, vous aurez toujours une bouteille d'alcool qui nage sur quelques feuilles et que le papa garde dans sa chambre et sert à ses invités spéciaux. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici pour me démentir sur ce point-là. Donc c'est pour vous dire que la médecine traditionnelle est fortement représentée dans nos cultures, dans nos habitudes. Même quand un enfant tombe malade, vous verrez un enfant qui, par exemple, la rougeole, la varicelle, le réflexe n'est pas d'aller à l'hôpital, tout de suite là. Non. Il y a toujours une grand-mère qui dit, ah, allez me chercher telle feuille, mettez ensemble, et puis lavez-le avec. Et parfois, quand vous le faites, vous voyez que l'enfant, il se sent mieux. Il guérit, effectivement. Vous voyez? Alors que quand vous allez à l'hôpital, bon, ça fait une hospitalisation plus longue, etc., etc. Et donc, il faut pouvoir considérer cette médecine-là. Il faut pouvoir l'intégrer impérativement si nous voulons nous en sortir. Et ce n'est pas l'apanage uniquement de l'Afrique. Vous voyez cette belle vieille dame qui est en train de tirer un nectar de ces plantes. Voilà, c'est propre à tous les pays en réalité. Et donc, la situation au Bénin, nous avons beaucoup de maladies répertoriées dans les documents, les données. On a les infections gastro-intestinales, infections respiratoires, le paludisme surtout, les infections dermatologiques, etc., etc., l'hypertension, le diabète, les douleurs abdominales, et tout ça, ce sont des maladies qui existent. Malheureusement, nous n'avons pas un système universel de prise en charge médicale qui permette en fait aux populations les moins favorisées d'avoir accès à un plateau technique. Donc, ce problème-là impacte durablement les populations. Quand vous êtes intellectuel, vous avez les moyens, vous avez l'assurance qui prend en charge pratiquement 80% de nos soins, mais nous, on fait partie des privilégiés, plutôt. Et même dans ce cas, avec l'assurance, avec vos millions, vous n'êtes pas quand ce n'est pas votre maladie qui va vous faire passer de l'autre côté, mais c'est plutôt la condition de cet hôpital qui est pour vous. Et donc, l'accès à des ressources techniques, l'accès à des soins adéquats est encore plus impacté par la situation de la résistance aux antimicrobiens. Et donc, tout cela contribue en fait à un usage élevé des plantes médicinales pour soigner les infections, pour soigner les maladies infectieuses. Cependant,
bien que les gens utilisent en fait les plantes médicinales, officiellement, on fait comme l'autruche qui cache sa tête et qui pense que son derrière est invisible, alors qu'on voit très bien le derrière. Parce que, en réalité, on n'a pas su créer cette jonction-là pour encadrer la médecine traditionnelle avec la médecine dite moderne. Parce qu'il n'est pas dit que la médecine traditionnelle est une médecine ancestrale. Toutes les médecines existaient depuis la nuit des temps. Mais on a tout fait de qualifier l'une de moderne et l'autre d'archaïque. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. On a besoin, en fait, de promouvoir la valorisation de ces plantes médicinales parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des maladies que la médecine moderne ne soigne pas. Vous essayez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et quand vous allez vers les tradithérapeutes, vous vous rendez compte que la maladie guérit. Donc, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Et quand il y a du potentiel, il faut le reconnaître, faire asseoir les acteurs et encadrer maintenant la chose. Parce que dans tout système, il y a des charlatans. Que ce soit dans le monde élitiste, il y a aussi des charlatans. Ça n'empêche pas le monde élitiste d'exister. Donc, on doit pouvoir tenir compte de ces limites-là et encadrer le processus. Comment nous avons pu valoriser à notre manière les recettes traditionnelles basées sur les plantes médicinales? Je vais vous parler un peu de mon laboratoire, l'unité de recherche en microbiologie appliquée, pharmacologie des substances naturelles, dont la vision est véritablement d'être une unité d'excellence où plusieurs chercheurs viennent converger pour apporter, n'est-ce pas, des solutions, des réponses à des problèmes de santé publique. Et donc, nous menons des recherches d'ordre basique, biomédicales et liées à la santé publique, mais en lien avec les réalités de notre pays, parce qu'il faut pouvoir impacter nos communautés, pouvoir apporter des solutions, des contributions directement applicables, utilisables à l'évolution des connaissances ou à l'amélioration des connaissances de nos populations. Alors, ici, c'est notre nouvelle bâtisse. On était en face dans des préfabriqués, mais maintenant, on est plus ou moins bien installé. Et nous avons actuellement 3 départements. Un département de microbiologie, un département de biologie moléculaire et un département de pharmacologie des substances naturelles. Le laboratoire fonctionne avec 40 chercheurs au quotidien, avec des travaux liés à la résistance antimicrobienne. Nous avons cette expérience dans l'identification des microbes pathogènes, quelle que soit la matrice, l'eau, le sol, les hôpitaux, la communauté, etc., etc. La caractérisation phénotypique et moléculaire de ces microbes, la recherche de gènes de résistance, de gènes de virulence, mais aussi la recherche d'alternatives aux antibiotiques. Quand je parle de recherche d'alternatives aux antibiotiques, je parle des plantes médicinales, je parle des phages, qui sont ces virus-là qui se nourrissent des microbes. Et on a pu identifier déjà et produire 3 phages qui sont spécifiques à cette bactérie que nous appelons Acinetobacter baumannii, une bactérie par excellence multirésistante, et qu'on a retrouvée dans de nombreux hôpitaux aujourd'hui. Et donc, ces phages-là sont spécifiques à cette bactérie et on a réussi à la produire, à produire ces phages sous forme lyophilisée. Mais nous intervenons également dans le capacity building, c'est-à-dire le renforcement de capacités en lien avec la résistance antimicrobienne. Je ne présente pas la section pharmacologie, mais je présente la section pharmacologie en lien avec la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Sinon, elle fait beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas l'objet vraiment de ce talk ce matin.
Et donc, nous travaillons à proposer une approche innovative basée sur les plantes médicinales pour essayer de contourner ces antibiotiques-là. Nous avons déjà fourni beaucoup de données sur l'activité antimicrobienne, les caractéristiques chimiques, la toxicité et même le mécanisme d'action de certaines plantes. Très récemment, on a pu percer un peu le mécanisme d'action de Caya senegalensis, qui est une plante très utile dans le traitement des diarrhées infectieuses. Et on a pu comprendre que, en fait, Caya senegalensis va attaquer la membrane cytoplasmique, hein, des grammes négatifs. Et donc, lorsque la bactérie perd sa membrane cytoplasmique, elle va se liser. Et c'est ainsi que cette plante, par exemple, arrive à venir à bout des diarrhées infectieuses liées au gramme moins. Ouais, c'est là où nos tradithérapeutes ont leurs limites. Parce qu'ils vont vous dire non, ma plante marche. Parce que j'ai déjà testé ça marche. Mais il ne pourra jamais vous dire comment ça marche. Et le jour où la personne va souffrir d'une diarrhée qui sera liée en fait à des bactéries Gram plus, la plante ne marchera pas. Tout simplement. Et là, ça va jeter un discrédit sur son traitement. Et donc, à travers des travaux pareils, on peut accompagner nos tradithérapeutes à mieux comprendre ce qu'ils font, leur donner les armes nécessaires pour dire non, effectivement, ma plante est active sur plutôt les bactéries Gram moins, mais voilà le mécanisme par lequel cela marche. Et c'est extrêmement important. Alors, donc, nous avons une équipe relativement très jeune, faite de docteurs, d'étudiants en thèse, d'étudiants en master, avec plusieurs spécialités, parce que régler cette question fait appel à plusieurs spécialités, dont la physiologie, la pharmacologie, la microbiologie, la biochimie, la chimie naturelle, la toxicologie, les sciences vétérinaires et botaniques. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là comme activité? Nous avons un premier lot d'activités relatives, n'est-ce pas, aux enquêtes ethno-botaniques ou ethno-pharmacologiques. Vous voyez, quand vous allez dans nos marchés, vous voyez ces dames-là qui ont des tonnes et des tonnes de plantes médicinales, écorces. Et quand vous allez vous dire, bon, ma fille fait une affection dermatologique, elle va vous dire, OK, prenez ceci, prenez ceci, prenez ceci, prenez ceci, faites la décoction et lavez-la avec. Et quand vous le faites, vous verrez effectivement que l'infection va régresser. Mais le problème, c'est que ces dames ont extrêmement peur. Ces tradithérapeutes ont extrêmement peur qu'on leur vole leurs recettes et donc on n'ait plus besoin d'eux, in fine, dans le processus. Et donc, quand vous allez les voir, quand c'est une seule plante qui marche, elles vont vous dire peut-être 10, 15 plantes. Si bien que vous ne saurez jamais ce qui marche en réalité. Vous voyez? C'est un réflexe normal parce qu'elles protègent leur activité. Le jour où on pourra se passer d'elles, c'est terminé, plus personne n'ira vers elles. Ouais, donc, il y a ce manque de confiance là qui fait que parfois on vous établit 15 plantes alors que c'est deux seulement qui marchent. Ouais, et donc, nous, à travers nos travaux, on a pu avoir quand même une base de données de près de 300 plantes médicinales utilisées quotidiennement pour lutter contre les infections, les maladies infectieuses. Et ça, c'est uniquement les maladies infectieuses. Je ne parle même pas des autres maladies non liées, les autres infections liées à d'autres processus que... Alors donc, on a pu travailler à établir cette confiance avec cette dame-là, parce que la procédure qu'on met en place, ouais, vous y allez une première fois, vous avez un nombre élevé de plantes, vous laissez le temps, vous y allez encore, ça va mieux, mais son organisme ne supporte pas, vous allez voir qu'elle diminue. Et après plusieurs visites, in fine, vous avez un nombre relativement peu élevé, et ça vous permet de savoir, voilà, ce sont les plantes qui sont indispensables.
au traitement, en fait. Tout le reste, c'était des enjoliveurs, tout le reste, c'était pour vous égarer, c'était pour vous mettre, jouer avec votre esprit, comme le disent les Ivoiriens. On a également fait des lots de travaux sur l'évaluation de l'activité antimicrobienne des extraits de plantes, aussi bien in vitro, donc parce que quand vous faites une évaluation in vitro, c'est bien beau. La plante peut montrer une certaine activité, mais tant que vous n'êtes pas allé au niveau de l'organisme, vous n'avez pas encore réussi à résoudre le problème. Parce que, en fait, il y a toute une cascade de réactions, une physiologie, dès que ça rentre dans l'organisme, qui fait que une plante peut se révéler inefficace in vivo alors qu'elle est efficace in vitro. Et donc, nous allons très fréquemment à l'évaluation in vivo, que ce soit sur des poussins d'un jour, lorsque nous voulons par exemple provoquer la salmonellose, nous utilisons des poussins. Ça nous permet d'éviter de nous contaminer. Ouais, la salmonellose, c'est vous ramassez cette maladie-là très facilement. Donc, c'est plus difficile de faire ce protocole avec des rats Wistar, par exemple, qu'avec des poussins qui sont faciles à manipuler. Vous voyez, le rat peut vous mordre à tout moment, vous griffer, etc. Donc, vous mettez en péril la santé du manipulateur. Donc, on choisit les animaux en fonction de la dangerosité du protocole qui peut être mis en place. Sinon, on utilise beaucoup de rats Wistar aussi, des cobayes par moment. Et donc, nous avons pu avoir cette base de données-là avec une explication du mécanisme d'action de ces plantes que nous avons eu à évaluer. Une troisième série d'activités concerne la caractérisation chimique. Qu'est-ce qui est présent dans ces plantes-là et qui leur attribue cette activité antimicrobienne? Et donc, nous recherchons les composés bioactifs ou les métabolites secondaires. L'autre série d'activités, c'est la caractérisation toxicologique, parce qu'une fois que nous avons pu montrer que la plante est active, nous avons pu montrer ce qui est responsable de cette activité, il faut pouvoir voir maintenant si ces plantes-là sont safe. Est-ce qu'elles ne sont pas toxiques à court, à moyen ou à long terme? Donc, nous avons mené des activités de toxicité aiguë, subaiguë, subchronique et chronique, pour voir véritablement si les populations sont véritablement en sécurité quant à la consommation de ces molécules. Et la dernière série d'activités concerne la formulation maintenant de ces plantes-là en produits traditionnels améliorés, parce que c'est ça la finalité. Et donc, on a pu mettre en place beaucoup de molécules, que ce soit sous forme de comprimés, que ce soit sous forme de granulés, sous forme de poudre, etc., etc. Nous avons pu mettre en place ces produits qui sont disponibles. Et donc, nos perspectives, réellement, c'est de renforcer, en fait, la plateforme technique, renforcer les capacités des ressources humaines dans le développement des plantes médicinales, avoir, n'est-ce pas, des avis internationaux pour valider ces phytomédicaments-là, les mettre à disposition des populations. La question de, je n'oublie pas la question de, patent, j'ai le mot en anglais, mais ce n'est pas le mot en français, brutalement, ça dit les brevets, voilà, les brevets, et pouvoir ressortir les principes actifs de toutes ces plantes-là. Bref, toute activité qui pourrait permettre de promouvoir et de valoriser ces résultats de laboratoire là auprès des populations locales. Très rapidement, les nouvelles perspectives, c'est l'acquisition d'un système HPSC, puisque on en a besoin pour aller plus vite et de façon plus solide, plus concrète. L'acquisition d'un Malditov, un Malditov qui est en fait un équipement qui nous permet d'identifier les espèces bactériennes plus rapidement, avec une certaine précision, et donc une plateforme bien intégrée avec des formations, des renforcements de capacité.
Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre attention.